sommes engagés publics. Bienvenue aux engagés publics. Cette semaine, aux engagés publics, on reçoit Bernard Généreux, député de Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Bienvenue, Bernard. Bonjour. Donc, effectivement, merci beaucoup, Bernard, d'avoir accepté notre invitation. On est sur l'arène fédérale cette semaine. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas, aux engagés publics, reçu quelqu'un de l'arène fédérale. Sache qu'on va recevoir, par contre, dans les prochaines semaines aussi, des députés libéraux. Fait que tu vois, tu ne seras pas du Parti libéral du Canada. Donc, là, probablement qu'il y a un signe que les élections s'en viennent. On a soudainement des demandes et des gens qui sont intéressés. Mais il faut dire que nous, on s'était promis qu'on se parlerait et qu'on se ferait une entrevue. Ça fait un petit moment là, qu'on... Un bon moment, effectivement. Ça va bien, Denis? Ça va super bien, toi. Oui. Que ça brasse, j'imagine que ça brasse. Ça doit pas mal brasser toujours, la job de député. Oui, en fait, oui. De façon générale, oui, mais je te dirais que ça a changé beaucoup depuis 14 mois. Là. C'est depuis mars 2020. On n'est plus dans le même mood, dans le sens où notre travail nous amenait beaucoup. Moi, personnellement, je suis un gars de terrain. Là. Je ne suis pas un gars d'Ottawa, dans le sens où je travaille beaucoup plus mon terrain que comme de faire de la politique partisane ou de la politique engagée, je dirais, là, dans toutes sortes de choses à Ottawa. Donc, je suis quelqu'un qui est très, très près de mon monde. Puis ça, pour moi, c'est un peu, en tout cas, c'est une grande fierté. Et ce que ça faisait, ça, c'est que je pouvais avoir, là, dans une semaine, là, facilement une dizaine d'activités là, sur 7 jours. Facile. Dans ça, 52 semaines par année. Alors, de façon générale, je vais toujours occupé dans mon comté. Ce qui a changé avec la COVID, c'est qu'on n'a plus d'activités. Bien sûr, les festivals, les soupers, etc., tout ça, c'est terminé. Donc, en plus, j'ai travaillé de la maison presque depuis un an. Là. Je suis allé 4 fois à Ottawa, je pense, depuis un an. Mais c'est pour te dire. On va y revenir, puis tu as été créatif du côté de trouver des façons de rejoindre ton monde. J'ai trouvé ça super intéressant. Tu le sais, là, je te parle de ton balado, mais on va y revenir tantôt. J'aimerais ça avant reprendre ça un peu là, dans l'ordre où on a un gabarit d'entrevue quand même aux engagés publics. Tu le sais, nous autres, on s'intéresse à l'envers du décor. On veut savoir qu'est-ce qui motive les gens à se lancer en politique. Là, toi, tu as été élu à 3 reprises comme député de Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Tu es membre des comités sur les langues officielles où tu n'es plus. Hein? J'avais tantôt, je pense, que ton attaché me disait que tu n'es plus à ce comité-là, mais tu as été au comité sur les langues officielles et tu es encore sur le comité sur l'industrie, sciences et technologies. C'est vrai? C'est bon? Tout à fait. Ouais. Parfait. J'ai été plusieurs années sur le comité des langues officielles. En fait, depuis ma première élection en 2009, je m'étais retrouvé sur ce comité-là et je l'ai été jusqu'à tout dernièrement, en janvier, je pense, j'ai changé là. Tu as été aussi membre des comités sur la pandémie de la COVID-19. Justement, tu m'en parlais. Tu as été aussi membre du comité sécurité publique et nationale et des finances, en plus d'avoir travaillé au sein de nombreuses associations parlementaires et groupes interparlementaires. Tout à fait. Donc, on a le bon dossier. Comme je te disais, on aime ça. Aux engagés publics, ce qui nous intéresse, c'est vraiment savoir qu'est-ce qui motive les gens à se lancer en politique. On est là pour démystifier la vie en politique, pour lui donner ses lettres de noblesse. La première question qu'on a souvent, c'est qui le gars normal, Bernard Généreux, en dehors du politicien? Parle-nous un peu de toi, Bernard, s'il te plaît. Écoute, Denis, félicitations pour ton podcast parce que, sincèrement, c'est important de démystifier, comme tu dis, le rôle de politicien parce qu'il y a beaucoup de gens qui se pensent pas aptes à le faire. Bon, on va commencer assez loin. Moi, je suis en 1980, j'ai fini mon cours secondaire en débosselage, dans lequel j'ai bossé des autos au lieu de débosser, pas mal plus dans ma vie. Là. Alors, j'ai arrêté mes études là. Je suis jamais retourné. Je suis retourné aux études à l'Université Laval il y a quelques années, quand j'ai perdu mes élections en 2011. Mais j'ai toujours travaillé au public. C'est-à-dire que j'ai fait du bénévolat dès de mon jeune âge. J'ai enseigné le ski, j'ai enseigné la planche à voile. J'ai toujours été quelqu'un, j'ai travaillé dans les bars. J'ai toujours été quelqu'un qui était très près du public, ou en fait des gens en général. L'interaction humaine, pour moi, est très importante. Et je pense que quand on veut être policier, je te dirais que c'est peut-être la première chose que ça nous prend. Ça ne nous prend pas un diplôme universitaire, là, ça nous prend
une facilité de communiquer avec les gens. Et moi, j'avais ça. Et là, on fait un saut. J'arrive en 2005. Le maire de la Pocatière, André Théberge, annonce qu'il ne se représentera pas après 12 ans de règne. Et un de ses conseillers m'appelle, qui était directeur du Centre des études collégiales au Cégep à la Pocatière. Il me dit, Bernard, on voudrait que tu te présentes comme maire. On a une équipe. On veut que tu te présentes avec nous autres. Et je je suis tombé en bas de ma chaise parce que j'aurais jamais cru, parce qu'il trouvait que j'avais un leadership naturel. Mais là, tu étais déjà en affaires, toi. Tu étais un passé d'entrepreneur. C'est ça. Je suis entrepreneur depuis 1993, donc ça va faire bientôt 30 ans que j'ai mon entreprise avec mon associé. Je suis marié avec mon associé depuis 30 ans, bientôt. Donc, c'est comme un mariage, une entreprise, une business, c'est exactement ça. Puis, ça va super bien. Mais ceci dit, j'avais pas travaillé. J'ai étudié en débossage, mais j'ai finalement travaillé en imprimerie. J'ai commencé ma carrière en 1980, donc ça va faire bientôt, quand j'ai oublié le nombre d'années, mais en tout cas, ça fait pas mal de temps, mettons que je suis là-dedans. Mais tout ça pour dire que le goût du service public m'est pas venu de moi naturellement. On est venu me chercher parce que certains estimaient que j'avais du leadership. Je bougeais beaucoup de choses à l'époque. J'avais recréé la Chambre de commerce à la Pocatière avec des amis entrepreneurs. On voulait faire bouger les affaires. Fait que, au début des années 80, il faut se rappeler, le 90, on était dans par exemple, des taux d'intérêt de 10, 12, 15 Ouais. Là, je veux dire, on n'était pas dans la facilité de crédit qu'on a aujourd'hui. Donc, il y avait des défis très importants à ce moment-là, beaucoup de main-d'œuvre disponible, peu d'emplois. En tout cas, c'est comme un peu à l'inverse. On est à l'inverse. Totalement. Donc, c'était pas des moments nécessairement faciles pour se lancer en affaires, mais moi, j'avais le goût de faire ça. Mon père me passait l'argent nécessaire pour partir en affaires. Et puis, quand est arrivé en 2005, cette invitation à me présenter, la première chose que j'ai faite, c'est que je suis allé voir mon associé. Que, évidemment, je suis marié, j'ai 2 enfants. Je suis maintenant grand-père de 4 petits-enfants magnifiques, mais j'étais marié aussi avec mon associé. Alors, je suis allé voir mon associé avant même d'en parler à ma femme. J'ai dit à mon associé, ça te dérange-tu? J'ai dit, je vais couper mon salaire dans le business, que je vais gagner à la ville. Fait on va toujours gagner la même affaire. D'ailleurs, on s'est toujours donné ça comme, quelles que soient les tâches qu'on faisait dans l'entreprise, de toujours gagner le même salaire. C'était une des premières choses qu'on a réglées en partant. Ça a toujours été le cas jusqu'à temps que je parte en politique fédérale. Et tout ça pour dire que mon associé a dit, pas de problème, moi, ça ne me dérange pas. Fait que je lui ai dit, je vais faire moitié de mon temps à la ville, moitié de mon temps au bureau. Puis finalement, j'ai fait 40 heures des 2 bords à la place. Là. Ouais. T'es un workaholic. Ça a été 2 jobs à temps plein. Mais là, ça, c'est quand tu étais maire, Bernard, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors là, je suis devenu maire. On s'est présenté. Puis la seule condition que j'ai imposée, bien avant Justin Trudeau en 2011, là, c'était je vais avoir un conseil équilibré homme-femme. C'est la seule condition que j'ai posée. Puis finalement, il y a eu une démission juste à la fin, dans l'équipe, juste avant la fin, parce que le gars qui est venu me chercher, Gilles Laplante, il nous a appris quelques semaines avant qu'on se lance dans toute notre équipe qu'il avait le cancer généralisé. Alors, il a été vraiment... en tout cas, ça nous a fait un choc, mais on a présenté une équipe tellement forte qu'il n'y a pas personne qui a voulu se présenter contre nous, puis on a voté, on a gagné par acclamation. Ça a été un peu, pour moi, insultant parce que j'aurais voulu on avait un plan politique, on avait des projets. T'étais prêt à débattre. Etc. On était prêt à débattre. Pour moi, la démocratie, c'est fondamental. Il faut absolument qu'on débatte des idées pour arriver à la société dans laquelle on est. C'est la même chose dans une ville. C'est à tous les niveaux de gouvernement. Très important pour moi, en tout cas, pour ma personne. Alors, finalement, ça ne s'est pas fait. On a été élus. Tout de suite en partant, on a fait un projet de 13 millions pour faire une nouvelle aréna. Écoute, en 4 ans, on a investi 18 millions. Est arrivé 2009, où Paul Crête, qui venait de se faire élire que je connais bien. Je ne sais pas combien de mandats, son 5e mandat, je pense, 5 ou 6e mandat, a démissionné pour aller en politique provinciale. Et malheureusement, il a perdu pour lui sa chance à Rivière-du-Loup contre Jean Damour, si je ne m'abuse, en tout cas. Et puis, là, il s'est ouvert un grand trou béant pour le fédéral. Puis, les conservateurs étaient à ce moment-là à 5 dans les sondages. Je veux dire, il y avait très peu de chances de me faire élire. Mais j'ai dit à mon équipe, parce qu'ayant dépensé 18 millions en 4 ans, je savais que la marge de manœuvre financière de la ville pour les projets futurs était quand même assez limitée. Puis, je ne me gêne pas pour le dire. Là, j'aurais continué à dépenser, puis c'était peut-être pas une bonne chose pour la ville. Fait que finalement, j'ai décidé de laisser pour aller essayer tenter ma chance au fédéral. Excuse-moi, Bernard, qu'est-ce qui t'a amené peut-être que tu t'en allais là, mais qu'est-ce qui t'a amené au Parti conservateur? Pourquoi le Parti conservateur? Pourquoi pas le Bloc québécois, justement, s'il y avait de l'espace?
Ouais. Dans les années 80, tu te souviens que Mulroney avait fait le libre-échange avec les États-Unis et la lutte contre les pluies acides, etc. À l'époque, il était très, très populaire en 93-84. Là. Et je n'étais pas vraiment allumé en termes de politique fédérale, mais ça, pour moi, en tant qu'entrepreneur, pour moi, je considérais, puis à l'époque, il faut se souvenir aussi que Bombardier était très lié avec les contrats américains. On avait eu le contrat de New York, après ça, les contrats de Chicago, etc. Donc, il y avait des retombées économiques indirectes dans mon entreprise. Et je trouvais que de faire le libre-échange à travers, parce qu'on est un pays exportateur, on n'est pas un pays, évidemment, on importe, mais on exporte nos matières premières. On exporte des matières comme les avions, on a développé des compétences très grandes dans les trains, dans les avions, etc. Donc, pour moi, le libre-échange, autant avec les États-Unis qu'avec d'autres pays dans le monde, c'est quelque chose de fondamental. C'est comme ça que je suis un conservateur que je calcule économique et non pas social. Et puis, le Parti conservateur, c'est comme une coalition, un peu comme la coalition Avenir Québec actuellement au Québec, là, dans le sens où il y a des gens de différents horizons politiques, si on veut, qui sont regroupés dans la même grande tente bleue, qu'on appelle souvent là, dans le Parti conservateur. Et c'est ce qui fait que, encore une fois, dans la démocratie, il y a un respect. Et pour moi, le respect dans le Parti conservateur, c'est que tu peux avoir des idées d'opinions différentes et des opinions différentes, mais il y a un respect entre les deux. On a des pro-vie, des pro-choix, des pro tout ce que tu voudras dans le Parti conservateur. On se respecte, puis on a le droit. Ça fait partie de la démocratie de parler de ces choses-là. Écoute, excuse-moi d'intervenir à ce moment-ci. Si tu m'ouvres un peu la porte pour te la poser, la question, parce que je pense que c'est inévitable. Là, quand on a un conservateur québécois à un micro, faut lui demander comment il vit avec cette espèce de dualité-là qu'il y a sur l'environnement, sur l'avortement, entre autres, où ça vous revient vous hanter année après année, élection après élection. On dirait que cette espèce de clash-là au sein du parti entre l'Ouest et l'Est est quelque chose qui n'est pas encore tout à fait assumé. Comment tu vois la chose, toi? En fait, ça nous hante plus au Québec qu'ailleurs au Canada, un petit peu en Ontario, particulièrement dans les zones urbaines. Mais ça nous hante particulièrement au Québec depuis l'arrivée du Bloc québécois sur la scène fédérale. Et ça, ils ont réussi, puis il faut leur donner ça, ils ont réussi à nous cataloguer comme étant contre l'environnement, pour l'avortement, etc. La réalité, là, la vraie réalité, c'est que moi, j'ai aucun problème. Je respecte les gens qui sont pro-vie, c'est leur choix. Moi, je suis pro-choix, bien sûr, puis l'ensemble des 10, même mon chef maintenant est pro-choix. On a, à l'intérieur même de notre parti, la grande majorité des gens sont pro-choix. Il y en a quelques-uns qui sont pro-vie. Ils ont le droit de l'être. Moi, j'ai le droit d'être pro-choix. Il y a autant de droit d'être pro-vie que je vive avec. Puis, dans le Parlement du Canada, il faut savoir que il n'y en a pas de loi officielle concernant l'avortement. Il n'y en aura jamais non plus. Parce qu'il n'y aura jamais il y aura jamais une majorité de députés, tous partis confondus, même si le parti 100% du Parti conservateur était des pro-vie, on ne serait pas capable de faire changer la loi parce qu'on ne serait pas capable de faire passer de nouvelles réglementations, de nouvelles lois à l'intérieur du Parlement, parce qu'avec 338 députés, puis éventuellement 350, puis peut-être 375 un jour, la nouvelle Chambre des communes en 2000, je ne sais pas quelle année, 40 ou 30, quand elle va être finie, là, il va y avoir de la place pour mettre 300 députés, 400 députés là-dedans. Ce que tu nous dis, c'est qu'on n'a pas à s'inquiéter. C'est ça que tu te nous dire. Non, pas du tout. Zéro pin barre, zéro, absolument zéro. Le risque, il est zéro. Il n'y en aura pas. Alors, mais de débattre de ça, par contre, c'est essentiel dans la vie d'avoir ce débat-là. Ça a été les mêmes choses pour la loi sur l'aide à mourir. Ça a été la même chose. Puis quand tu parles d'environnement, dans les 25 dernières années, le seul moment où le taux de CO2, pas de CO2, mais les gaz à effet de serre ont diminué, c'est sous le gouvernement de M. Harper. Je suis désolé de te le dire, là, mais c'est la vérité. Mais j'ai pas les faits, je peux pas te contredire là-dessus, je les ai pas devant moi. Tu pourrais vérifier. Il existe des faits, évidemment. Tous les faits sont interprétables en passant, là, malgré la science et tout ce qu'on voudra bien. Là. Mais moi, je te dis, il n'y a aucun enjeu pour moi à l'intérieur du Parti conservateur, à l'intérieur de ces enjeux-là. Non seulement, puis l'environnement, on vient de sortir un plan où on dit que si on va donner l'argent va aller dans la poche des gens au lieu d'aller dans la poche du gouvernement. Oui, il y a encore eu une petite... comme un petit imbroglio à l'interne là, lors de votre dernier congrès. Je ne sais pas si ça s'appelle les congrès. Là. On a vu que M. O'Toole l'a eu... ça de même, on l'a échappé, celle-là. Là. Mais en fait, c'est ridicule parce que c'est con, hein, parce que ça a donné... En fait, l'idée, là, la réalité, c'est qu'on n'a pas parlé d'avortement. Alors, les gens se sont retournés vers cette
résolution-là, qui est la résolution de mon bon ami Joël Godin de Portneuf, qui n'a pris que par l'environnement. Il n'arrête pas d'en parler. Il est un maniaque de ça. Et c'est exactement le même libellé de la résolution qui avait été adoptée dans les Maritimes. Je me souviens plus, c'est Halifax, ouais, c'est ça. Halifax, 2 ans plus tôt. C'est le même libellé. Alors, c'est juste pour dire que... Toi, d'ailleurs, tu étais aux côtés de Peter MacKay hein, pendant la course à la chefferie. Fait qu'en parlant d'Halifax, là, lui, il est dans ce coin-là, je pense, ou... Oui, absolument. Il est dans les Maritimes. C'est sûr que moi, j'avais appuyé Peter parce que j'avais siégé avec lui en 2009-2011. Donc, je le connaissais. J'avais eu l'occasion d'avoir d'avoir discussion. Puis même, j'ai demandé de certaines choses quand il y en a qui étaient ministres. Donc, j'avais un sentiment de plus de collaboration avec lui, plus facile. Mais Aaron, en même temps, je le connaissais aussi. J'ai siégé en même temps avec lui. Mais j'avais eu, étant donné qu'il est aux anciens combattants, dans la région ici, on n'est pas vraiment très près des anciens combattants. Je n'avais pas eu vraiment de contact direct avec lui. Puis à l'époque, son français était so-so aussi. Là. Ça va mieux? Beaucoup mieux. Écoute, on a fait un Zoom avec l'UMQ vendredi dernier. Là. Écoute, on est quoi? Quel jour qu'on est aujourd'hui? Là? On est lundi. C'est ça, vendredi. Moi, j'ai plus de jours dans la semaine. Toutes les OK, je te comprends là-dessus. Moi, c'est une journée par semaine. Chaque semaine équivaut à une journée, tellement que ça va vite. Écoute, ça a été d'un bout à l'autre. D'ailleurs, je lui ai dit, j'ai dit, écoute, ton français est remarquable. Sincèrement, là, c'est même plus un enjeu chez nous non plus. Là. Ça, les chefs, le chef parle très bien français. Il va avoir un meilleur français que Justin Trudeau, si ça continue. Oui, tout à fait. Pas dur à battre. Sérieusement, Justin traduit à mesure. Il traduit de l'anglais au français. Ben oui, je sais. Non, mais Aaron, non, vraiment sérieux. Puis j'ai hâte de voir dans les débats, là, je suis convaincu qu'il va mener une lutte très, très, très serrée dans les débats en français. J'ai très hâte de ça aussi. Revenons un peu à ton parcours. Là. Donc, OK, tu as été maire. Oui. Là, après ça, tu es arrivé au Parti conservateur parce que tu as porté ta mission, tu es allé porter. Mais toi, c'est ce qui t'habite, c'est ta région, c'est ça? Tu es vraiment quelqu'un qui est proche de ton monde. J'aurais le goût de te dire que le véhicule politique qu'on choisit, que ce soit au provincial, au fédéral ou même au municipal dans certaines villes comme Montréal, le véhicule politique c'est tous des coalitions d'une certaine manière. Tout le monde n'a pas une pensée unique, c'est impossible. Alors, inévitablement, il y a des factions ou des éléments. D'ailleurs, on vient de le voir avec Québec solidaire en fin de semaine. Là. Tu sais, je veux dire, il y a inévitablement des gens qui ne pensent pas tout le temps de la même façon à l'intérieur de chacun des partis. Puis bon, mais quand ça ne fait plus leurs affaires, il y en a qui partent, mais il y en a qui avalent la pelule. Moi, personnellement, je suis très à l'aise dans le sein du Parti conservateur. Je défends les gaz de l'Ouest, le pétrole, même affaire. J'ai aucun problème avec ça. Je suis très à l'aise de défendre ça. On en a besoin, puis encore les 100 prochaines années. On aura beau électrifier, d'ailleurs, au comité de l'industrie, parce qu'on va en parler tantôt, là, le comité de l'industrie, on avait des témoins la semaine dernière qui nous disaient si on voulait transférer ou transformer toute l'industrie automobile au Canada de batteries électriques pour fournir ces véhicules-là, on n'aura jamais assez. Écoute, la transition, la durée de la transition pour créer des mines, pour aller chercher les matières que ça prend pour faire des batteries, écoute, on en a pour des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années, sachant que ça prend, pour ouvrir une mine, au moins 10 ans de red tape à travers le Québec là, pour être capable d'ouvrir de quoi. Ça, c'est à part l'acceptabilité sociale. Fait qu'on est loin du compte là, pour trouver des... Puis les batteries, en passant, sont faites en Chine. Puis on reste tous sur la même planète. Alors, inévitablement, rien ne se perd, rien ne se crée. Là. Ce qu'on ne crée pas ici en pollution, il est créé ailleurs, mais on l'utilise après. Là. Ouais. Donc, il faut relativiser beaucoup de choses à l'intérieur de ça. Mais Bernard, moi, j'aimerais ça là, revenir à ton parcours, comme je te disais. Oui. Localement, ça a été quoi la grosse distinction que tu as... qu'est-ce qui t'a marqué dans la distinction entre la politique municipale et la politique fédérale? C'est quand même un grand écart, là. Est-ce que tu as la possibilité d'agir localement et de te sentir aussi près de ton monde dans un contexte fédéral où ça a eu une différence là, importante? Ben, écoute, on l'a vu dans la dernière année particulièrement, là, en étant près de mon monde comme moi je l'étais déjà, ça m'a beaucoup facilité mon travail durant la dernière année avec mon personnel. Là, j'ai une équipe en passant qui est extraordinaire. Je suis très, très bien. Puis je les écoute, puis on travaille ensemble. Des fois, je recule, on avance. Je veux dire, on prend des décisions collectivement ensemble. Ça, j'adore ce travail-là. Pour ce qui est du service à la population, bien sûr, quand on est maire, c'est des détails, des petites chicanes de clôture, de la voirie, des ci, des ça, mais ça nous arrive de faire des beaux projets. Moi, j'étais chanceux, je suis arrivé après qu'un maire était là pendant 12 ans, qui a géré la ville en très bon père de famille, qui a amené la dette de 10 millions à 1,5 million. Alors, je savais qu'on était capable d'avoir au moins une dette de 10 millions, donc de se réinvestir pour faire des projets comme des aménagements, de faire de même, puis des parcs. Ça a été, pour moi, c'était une joie absolue. C'est sûr que quand tu gères une municipalité pour baisser la dette,
puis tu peux pas faire de projet, ça, c'est moins drôle un peu. Mais ce qui m'a amené, en fait, l'idée, c'est que j'aurais pu aussi potentiellement aller au provincial. D'ailleurs, Jean Charest me l'a demandé quelques fois. Mais j'ai toujours refusé parce que j'ai rencontré, Claude Béchard était un ami personnel, là, et Claude Béchard, l'ancien ministre, puis j'avais été avec un autre de mes amis pour aller demander une rencontre avec lui, puis on était dans son bureau, on était en attente d'une rencontre. Finalement, en étant ministre, tu sais bien qu'il arrive un téléphone, ça prend 1 heure au lieu de 10 minutes. Là. Alors, on a attendu 1 heure dans le bureau, puis on entendait ce qu'une de ses adjointes parlait, puis elle parlait avec des gens qui étaient sur le bien-être social, puis qui avaient besoin de leur botte, ils n'avaient pas eu leur botte, puis là, quand je rentrais le beurre à l'autre, j'ai dit jamais on m'a fait ta job, oublie ça, je ne peux pas gérer ça, ces affaires-là. Moi, dans le contexte où je viens de gérer des projets, ça ne me tente pas de gérer ce genre de bébé. C'est dur le travail de bureau. Il y a vraiment une très grande différence entre le fait d'être un maire, un député provincial ou un député fédéral. Parce qu'au député provincial, en plus au Québec particulièrement, où on a toutes ces délégations de pouvoir, là, en fait, qu'on a, ou ces éléments-là qui sont comme toute la question de l'immigration, c'est partagé avec Ottawa. Le pouvoir de dépenser, on l'a déjà. Bon, il y a plusieurs éléments qui font que comment je pourrais dire ça? On est imprégné de façon beaucoup plus présente dans la quotidienneté des gens avec la santé, l'éducation, etc., les garderies, que Ottawa. Mais dans la dernière année, avec la COVID, on a été, mon gars, là, je te jure, extrêmement présent. Et moi, ma présence dans mon comté, je l'ai fait beaucoup par l'écoute, énormément d'écoute. Je trouve des solutions. Je suis un gars qui est connecté, qui est réseauté. Écoute, je trouve des investisseurs, des gens en affaires. Je trouve, je remets des liens, des personnes en lien ensemble qui ne se connaissent pas. On a un grand comté, bien sûr, c'est 7000 km², là. Puis j'ai beaucoup de types d'industries. Ça fait que je suis capable de mettre puis de faire des levées de fonds, etc. Regarde, j'ai un réseau très, très large, très grand que j'ai développé avec les années. Puis ça me facilite énormément le travail. Puis dans le cas de la COVID, on a aidé des gens, là, même jusqu'à 11 heures le soir, là, qui étaient sans avenue. Là. Il n'y avait plus rien. Là. Eux autres, ils faisaient face à un mur. Moi, j'ai répondu à des courriels à minuit soir. Il n'y a rien qu'on ne faisait pas. Là. Pendant des semaines, écoute, durant la COVID, au début de la COVID l'année passée, là, avec moi et mon personnel, on a été 7 semaines 7 jours par semaine. Sans arrêt, là. Littéralement sans arrêt. Et on répondait, je te jure, de 7 h le matin à 10 h le soir. C'est quelque chose qu'on sent. En fait, je vais aller vers ton balado. Tu as mis en place un balado, puis je l'ai écouté. Honnêtement, je ne m'attendais pas à... Je vais dire la vérité, je me mets à écouter ça. Quand j'ai commencé à écouter ça, je ne m'attendais pas nécessairement à quelque chose je ne m'attendais à rien. Puis, écoute, ce qui m'a marqué, c'est à quel point tu sembles aimer le monde. Tu sembles aimer le monde, puis ça a l'air d'être un élément, un critère qui te caractérise. Tu as l'air proche de ton monde. Mais parle-nous de ça, ce balado-là. L'idée t'est venue comment? Puis c'est une réponse au COVID, justement, à la COVID. Moi, je donne à César ce qui appartient à César. L'idée vient de Mireille aussi, qui est une ancienne animatrice de radio, qui travaille pour moi depuis 5 ans maintenant, puis qui est arrivée aussi avec l'idée de faire des tournées. On fait des brainstorming régulièrement, nous autres, au bureau, puis on essaie de trouver collectivement des idées nouvelles, etc. Puis quand j'ai commencé à faire mes tournées, les tournées sont venues un peu naturellement versées vers les balados, étant donné qu'on ne pouvait plus rencontrer les gens en personne. Donc, on s'est tourné vers l'idée des balados que Mireille est arrivée. Puis là, bien évidemment, moi, j'ai suggéré une liste d'à peu près 100 noms. Là, c'est ça, c'est ton fameux réseautage. Là, mon fameux réseautage. Puis c'est des gens là, de tous les niveaux. Je veux dire, c'est pas des chefs d'entreprise, des millionnaires. C'est quoi le nom? Pourrais-tu présente-le un peu? Tu peux inviter les gens. Moi, écoutez, je l'ai écouté. En fait, je vais finir par dire ce que je voulais dire. C'est bon. Ça a été ça, j'ai trouvé ça très bon. Puis je pense qu'une des raisons qui fait que c'est très bon, c'est parce qu'on sent que t'aimes le monde là, à l'intérieur de ça. C'est quoi le nom de ton balado? Invite les gens à aller l'écouter. Oui, c'est quoi? C'est Bernard rencontre son monde. On peut trouver ça sur toutes les. Puis Bernard rencontre son monde, en fait, c'est comme je te disais, c'était la continuité de ce qu'on faisait parce que, vois-tu, l'année 2020, on s'en allait pour faire une tournée environnementale. Alors, contrairement à ce que les gens pensent, que le conservateur ne veut rien savoir, d'ailleurs, moi, j'ai le même char depuis 11 ans qui est rendu à 450 000 km. C'est un diesel. J'ai un chalet avec des panneaux solaires puis des éoliennes. Donc, puis j'ai été maire de la Pocatière, puis c'est la première ville dans toute l'est du Québec à installer les bacs bruns. Alors qu'on vient de dire que je ne suis pas environnementaliste, je pose probablement plus de gestes environnementalistes que bien du monde. Anyway, tout ça pour dire que
on devait faire une tournée environnementale et finalement, on n'a pas eu le choix de l'annuler à cause de la COVID. Alors, on s'est retrouvé avec cette idée de Mireille de dire, on va continuer à rencontrer les gens, mais on va surtout faire découvrir des personnes et dans certains cas, des personnages de gens que les gens nécessairement ne connaissent pas beaucoup ou pas autant que de faire, tu sais, comment est-ce que c'est? On fait des entrevues, nous autres, les politiciens, ça dure 20 minutes, puis on a eu le temps de parler 3 minutes sur l'entrevue. Tu sais. On n'a pas eu le temps de parler véritablement de nous. C'est un peu la même chose avec les gens qu'on passe en entrevue. Puis certains se sont dévoilés, dont un gars qui s'appelle Gilles Martin, qui a été un des piliers là, du développement agroalimentaire dans notre région. Elle n'est pas sortie encore. D'ailleurs, elle va sortir bientôt. Et Gilles, à cause de la COVID et un petit peu avant, il a fait 2 dépressions, une par-dessus l'autre. Puis une après l'autre, ça dure. Puis ça n'a vraiment pas été facile. Puis il s'est ouvert à moi, là. Il a eu confiance. Parce que quand on se connaît depuis Chuflot, moi, là, j'étais un gars de Rivière-Ouelle. J'ai resté 15 ans à Rivière-Ouelle. Donc, on était vraiment dans le même environnement. Nos enfants se connaissent très bien. Donc, il y avait un sentiment de confiance. Puis je te dirais que c'est pas mal la même chose avec tout le monde. J'ai interviewé une jeune demoiselle qui est camionneuse, avec qui je t'ai mis sur Facebook par personne interposée. Puis... écoute, elle nous a fait un balado incroyable. C'est une jeune fille de 20 ans qui chauffe un bitrain, imagine-toi, là, à travers le Canada. C'est pour te dire que les métiers non traditionnels aussi, traditionnels, en tout cas, tu comprends ce que je veux dire? Ils sont aussi partie prenante. Moi, je voulais m'attaquer à l'ensemble de la population, pas juste une frange de la population. Donc, écoute, on en a plein, là, des dames qui ont fondé toutes sortes de patentes. Écoute, on essaie aussi de mixer hommes-femmes, etc. Là, on parle de toutes sortes de sujets. Moi, je suis ouvert à tout. Là. Je suis un gars extrêmement ouvert. D'ailleurs, on me qualifie souvent de plus libéral des conservateurs. Là. Bernard, as-tu peur un peu de l'étiquette conservatrice, coudonc? Moi, pas du tout. J'en suis très fier, d'ailleurs, parce que tu sauras que le bleu va revenir à la mode. Je comprends qu'on... Le bleu des bloquistes ou le bleu des... Non, le bleu conservateur va revenir à la mode. Le bleu pâle, j'aime moins ça. C'est plus le bleu foncé. Mais écoute, ce qu'on vient de traverser comme pays avec la COVID et le fait que M. Trudeau ne savent pas compter, parce que je te rappelle qu'il avait promis 3 petits déficits en 2015. On en a fait, il était rendu à 3 petits déficits de 10 milliards. On était rendu à 80 milliards de déficits avant que la pandémie arrive. Là, on est rendu à... Il va avoir fini son terme. Il va avoir, imagine-toi, là, il va avoir dépensé plus d'argent ou en fait mis une dette sur le pays en l'espace de 7 ans, plus grande que les 150 premières années du pays. Là. Mais c'était pas un peu ce qu'il fallait faire dans le contexte? Il fallait investir massivement. Oui, absolument. Mais regarde, je vais te rappeler là, qu'il y a des gens qui sont en train de se mettre hyper riches, mais même millionnaires, à cause de l'argent qu'ils donnent à des entreprises qui n'avaient pas besoin de PCE. Tu comprends? Il n'y a pas sectorisé. Puis vendredi, j'étais en caucus avec mon chef, Erin, puis des représentants du monde touristique. Là. Le monde touristique sont les laissés pour compte de tout le monde de l'hôtel, de l'hôtellerie, etc., les restaurants. Ces gens-là auraient fallu qu'ils soient aidés de façon beaucoup plus intensive, mais dans d'autres secteurs, beaucoup moins. Parce que là, c'est comme un free-for-all pour tout le monde. Là, il y a 70 milliards, c'est même pas ce qu'ils sont allés. Là. Il y a déjà des gens qui allaient les payer. Il y a beaucoup d'argent qui a été donné sans appel d'offres. Écoute, là. Puis We Charity m'a dit une affaire, on a capté ça heureusement parce que c'était un scandale absolu. Ça, là. C'est des amis. Hein, on s'entend. D'ailleurs, Morneau vient d'être blâmé. Il n'est plus là, mais il vient d'être blâmé par le commissaire à l'éthique. Mais moi, je pense que il fallait qu'on fasse des choses. On aurait fait probablement poser des gestes qui étaient différents chez les conservateurs, mais on aurait quand même fait ce qu'on a fait. D'ailleurs, on l'a appuyé. On l'a posé, puis on a fait corriger les... Puis d'ailleurs, il y en a encore un programme qui est très mal structuré. C'est la PCRE-PA, qui ne permet pas à des jeunes mères de famille actuellement qui viennent d'avoir un bébé entre la première et deuxième vague de la COVID l'année passée et qui n'avaient pas de place en garderie, mais ils n'avaient pas pu inscrire leur enfant en garderie. Le fait qu'ils n'ont pas inscrit leur enfant en garderie, ils ne sont pas capables de recevoir la PCRE-PA, c'est-à-dire l'aide pour les personnes, les proches aidants qui appellent, de façon... Puis là, écoute, ces gens-là, ils ne peuvent plus avoir de chômage, ils ne peuvent pas avoir de bien-être social parce qu'ils ont un lien d'emploi avec des employeurs. Alors, ils sont fourrés. Imagine-toi, demain matin, tu perds 50 de ton revenu familial. Toi. Qu'est-ce que ça va faire dans ta vie? Je veux dire, ça va venir chambouler ta vie pas à peu près. Il y a même des femmes qui pensent de vendre, des familles qui pensent de vendre leur maison parce qu'ils sont plus capables d'arriver. Mais M. Trudeau avait dit qu'il laisserait tomber personne. Et là, tu as un exemple concret.
comme on a vécu depuis un an, où on a corrigé plusieurs facteurs. Là, moi, j'ai interpellé la ministre, là, Qualtrough, là, j'essaie de corriger ou faire corriger cette immense erreur-là qui touche à peu près 8000 femmes au Québec actuellement. Revenons à Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Qu'est-ce que tu as appris au contact des électeurs, de tes électeurs? Qui sont les gens de ton comté? Écoute, ça, c'est une bonne question. J'oserais peut-être dire que c'est une question piège, en fait, mais c'est une très bonne question. Parce que je suis dans un territoire, moi, qui est séparé, en fait, administrativement. Là, tu as la Côte-du-Sud qui fait partie de Chaudière-Appalaches en partie, puis la Côte-du-Sud qui fait partie de Rivière-du-Loup, Témiscouata, les Basques, qui sont deux divisions administratives totalement différentes au niveau provincial. Mais Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, c'est 7500 km², où tu as la ville de Rivière-du-Loup, qui est la plus grande ville de mon comté, mais de la deuxième plus grande du Bas-Saint-Laurent, et Montmagny, qui est une ville qui est près de Lévis à une demi-heure. On est dans des contextes là, totalement différents. Montmagny, c'est très conservateur. On est très près de Québec, très de Lévis. C'est très Radio de Québec, si tu veux, là, un peu l'environnement Québec. Donc, c'est très, très conservateur. Je te dirais qu'il y a une limite un peu la Pocatière en montant vers l'ouest. Après ça, la Pocatière vers l'est. En termes d'électorat, j'entends, là. Évidemment, les gens, écoute, j'ai des amis puis des électeurs là, absolument flamboyants et incroyables partout sur mon territoire. Et dans l'Est, j'ai toujours eu un peu plus de misère, la Rivière-du-Loup, parce que c'est plus... Paul Craig était très populaire à l'époque aussi dans le coin. C'est plus souverainiste. La Rivière-du-Loup. C'est plus souverainiste, ou en tout cas, c'est plus Bas-Saint-Laurent, là. Tu sais, penser, là, de... Parce que moi, je me suis toujours posé la question, pourquoi le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie ne deviendraient pas un pays au lieu du Québec, là? Parce qu'ils sont vraiment souverainistes, là, avec Bérubé et compagnie dans le bas, là. Puis j'adore ces gens-là. D'ailleurs, Pascal Bérubé, moi, je le considère comme un ami personnel. On n'a pas les mêmes visées politiques, bien sûr, mais j'ai énormément de respect pour ces gens-là aussi, qui font de la politique pour les bonnes raisons. Et les bonnes raisons, c'est quoi? C'est servir la population. Ça, c'est la primauté d'un politicien, c'est d'être là pour servir sa population. On sent que c'est une de tes valeurs prioritaires, d'ailleurs. Ah, absolument. Ça, pour moi, je pourrais être jaune, orange, bleu, rouge, vert, je m'en sac. Là. L'important, c'est pas ça pour moi qui est important. L'important, c'est de servir la population qu'on dessert. Et sincèrement, on peut le faire de multiples façons. On peut très bien le faire ou on peut le faire de façon très mauvaise aussi. Bon, évidemment, il peut arriver des incidents. On l'a vu dernièrement, là, l'automne dernier, l'hiver dernier. Je veux dire, tout peut arriver dans la vie. Moi, je ne porte pas de jugement sur ce qui arrive aux gens. Tu fais référence à quel incident, là? Mettons, Denis Etardy à Rivière-du-Loup, Marie-Ève Proulx, là, avec toutes ces questions de relations personnelles avec ses employés, etc. Ah. Moi, je porte pas de jugement sur ces personnes-là parce qu'on ne connaît pas tous les faits. Évidemment, là, avec les médias sociaux aujourd'hui, c'est très facile de porter des jugements très faciles sur bien du monde, là. Moi, je fais pas ça. Avant de porter des jugements sur des gens, je vais m'assurer de bien connaître les faits qui sont en cause. Puis moi, je connais Marie-Ève personnellement. Je l'ai même aidé dans sa campagne à ce moment, au début, quand elle s'était présentée. Denis Tardy, c'est un vieux pote depuis, je ne sais pas comment. Lui, c'est juste parce qu'il avait... Mais Denis, il a fait une erreur. Il est allé prendre une brosse. Il est allé prendre un verre avec ses amis. C'est ça. Ça me serait arrivé à moi, ça ne m'aurait pas surpris. Mais arrivé à lui, ça m'a surpris beaucoup. Mais tu comprends, il y a des choses dans la vie, des fois, qui se passent. Il faut donner l'exemple. Ben oui, exactement. Puis, je veux dire, bon, il s'est fait exclure, là, il est revenu dans le caucus. Bon, c'est quoi véritablement sa marge de manœuvre maintenant? Donc, deux pôles avec des mentalités très différentes. C'est ce que oui, tu tout à me fait. dis. Pour Rivière-du-Loup, c'est comme je t'expliquais. Mais là, j'ai gagné du terrain depuis, parce qu'en 2009, je n'avais gagné aucun pôle. 2011, j'avais gagné 3 pôles. En 2015, je pense que je l'ai gagné une dizaine. Puis en 2019, je pense qu'on était rendu une vingtaine de pôles à peu près. T'expliques ça comment? Sur 200 pôles. Je ne sais plus exactement le nom. Tu l'expliques comment, Bernard? Ce gain-là que tu as? Par ma présence, par le contact, encore une fois, la découverte. Moi, j'aime faire découvrir les gens parce que, en fait, les gens de Montmagny, Rivière-du-Loup, là, c'est comme si tu parles du Japon puis Vancouver. C'est des extrêmes. C'est des lieux éloignés. Les gens ne se parlent pas très peu. Ils ne se connaissent pas.
Moi, je les connais tous, ces mondes-là. Ça fait que je suis capable, encore une fois, de mettre ces gens-là en contact, puis ça se parle, inévitablement. Quand je fais des bons coups, que je réussis des bons coups, ça a inévitablement une résonance auprès de cette même population que je me fais un devoir de servir, tu comprends? Donc inévitablement, ça finit par faire des petits, finalement. Donc, ces gens-là votent pour Bernard Généreux avant de voter pour le Parti conservateur. Est-ce que tu dirais ça? En fait, c'est un mix des deux. La réalité, là, ça prend beaucoup d'humilité pour l'avouer, là, mais la réalité, c'est que quand on est dans une élection, par exemple, fédérale, générale, une élection générale, le candidat ou la candidate compte à peu près 5 du vote. Bon, mettons que dans mon cas, on peut peut-être dire que ça peut-être monte à 10 du vote, là, mais c'est le gros top, là. Le reste, c'est le parti, c'est les idées, c'est le chef, c'est là que ça se passe. Et quelqu'un qui n'a pas le courage d'avouer ce genre de situation. Les sondages le disent, là. Ouais. C'est-à-dire, moi, je fais un sondage avec le nom de mon chef, puis je fais un sondage avec mon nom après, il n'y a pas de différence, là. C'est drôle que écoute, je salue ton humilité, mais j'ai l'impression que pour les conservateurs, c'est au Québec, surtout quand il y a un O'Toole qui vient de l'Ouest, qui est moins connu, tout ça. O'Toole ne vient pas de l'Ouest, il vient de l'Ontario, puis il est natif de Montréal en passant. Ouais, ben moi, c'est vrai ça. Il est natif de Montréal. Jack Layton était natif de Montréal, puis il restait pas à Montréal, il était à Toronto. à l'ouest de Saint-Laurent, moi, tout est à l'ouest. Wow. Vois-tu ta perception de la politique fédérale, toi, là? Non, mais c'est une blague. C'est une blague, mais il y a tout le temps une part de vérité pour que ça soit drôle. En fait, ton podcast, tu vas être rendu conservateur. Ah, il est ça, on va falloir qu'on en fasse longtemps, les pavés en tabarnouche. Oui. Ça va être long. C'est beaucoup Denis, mais je vais t'arrêter parce que c'est beaucoup de questions de perception. J'accorde aux Québécois, j'accorde aux gens de ma région, j'accorde à bien du monde le fait d'avoir une perception. Je te l'ai dit, on a été décrit et catalogué par le Bloc québécois depuis 30 ans. Ils n'ont pas ça ailleurs au Québec. Là. Ils ne se battent pas provincialement, d'autres là, dans leur province au fédéral. Ils se battent avec des partis fédéraux. Ils ne se battent pas avec des partis qui sont de nature provinciale, parce que le Bloc québécois, c'est quoi son rôle? Il veut la souveraineté du Québec. Alors, inévitablement, il est à Ottawa pour défendre quelque chose qui ne se passera jamais à Ottawa, ça va se passer à Québec. Tu comprends? Donc, ils n'ont pas ça dans les autres provinces. Et cet enjeu-là que nous avons, puis je te dis, ils ont super bien fait leur job pour nous décrier, nous, les conservateurs, comme étant des conservateurs de l'Ouest. En passant, je veux juste te dire que M. Blanchette, actuellement, et ses députés, ils veulent couper les vives au pétrole, là, puis ils veulent couper tati-tata, là. Ben, je serais curieux d'aller voir dans le stationnement à Ottawa s'il y a vraiment des chars électriques. Lui, il en a un, puis il y en a un ou deux de ses députés qui en ont. Les autres, là, je ne suis pas vrai, ceux qui se promènent avec des SUV, comme la majorité des Québécois en passant qui se promènent avec des SUV. On est la province où il y a le plus de SUV puis le F-150 au Canada. En tout cas, juste pour te dire. Mais il y a une distinction. Parenthèse fermée. Il y a une distinction quand même entre les plans de la nation puis le véhicule. Je sais qu'il faut donner l'exemple, encore une fois. Hein, c'est un autre endroit où il faut donner l'exemple. Hey, les grands dossiers dans Montmagny, Lillec, Kamouraska, Rivière-du-Loup, c'est quoi qui occupe ou qui a occupé le plus gros de ton temps? Là, c'est ça, en dehors de la COVID, OK? Parce que c'est exceptionnel. Mais c'est quoi les grands dossiers sur lesquels il faut garder un œil, là, si on s'intéresse à ton comté? C'est une multitude de choses, entre autres la forêt, évidemment, comme tu sais... tout le haut de mon comté, le sud de mon comté, qu'on appelle le haut pays du Kamouraska, en haut de Rivière-du-Loup aussi, puis le haut de Montmagny, c'est la forêt. Donc, le groupe Lebel, les Blanchettes et compagnie, ces grands industriels de la forêt. Ça, c'est avec les relations avec les États-Unis, avec la taxe qu'on a sur le bois d'œuvre, etc. Ouais. Ça, c'est des enjeux qui sont très persistants. Là, évidemment, ça va beaucoup mieux. Avec le 2x4 à 10$, là, c'est sûr que ça se plaigne moins de ce temps-là, mais il en demeure pour moi que c'est des enjeux de commerce internationaux qui sont importants. Dans la région de Rivière-du-Loup, je te dirais que la marina, la question des marinas, moi j'ai des marinas dans mon comté à Berthier-sur-Mer, Saint-Jean-Port-Joli, à Rivière-du-Loup, une à Rivière-Ouelle, une petite à l'Île-Verte. Toutes des marinas qui sont envasées, là, ils ont lavage jusqu'au cou, cette là. Ouais. Puis on n'est pas capable d'avoir aucun programme fédéral dans lequel on est capable d'aller. Puis on se dit vouloir donner l'accès au fleuve, l'accessibilité, le tourisme, les babines ne suivent pas les bottines. Pas compliqué, là. Le transfert des responsabilités des quais aux municipalités, je trouve ça terrible. On le transfère le problème. En fait, c'est une décision qui a été prise à l'époque, qui n'était pas nécessairement mauvaise, mais il aurait fallu que l'argent suive avec. Ben, c'est ça. Mais pas uniquement l'argent pour le réparer. On continuait à garder l'argent, mais on transférait la dépense. C'est ça. Mais en même temps, surtout sur la rive sud du Saint-Laurent, c'est un problème. Le problème d'envasement est un problème permanent.
Et c'est pas juste quelque chose Kamouraska, qui va corriger en faisant OK, on met une pelle dans le trou, on vide le trou, c'est fini. Ça va être permanent et perpétuel. Alors, il faut qu'on se donne un budget quelconque qui va faire qu'on va autant à Québec qu'à Ottawa. D'ailleurs, ça devrait être un budget partagé dans lequel on va s'assurer de cette accessibilité-là au fleuve. L'autre chose qui est dommage, c'est l'enrochement des quais. Je comprendrai jamais pourquoi on enroche nos quais de même. On peut même plus accoster. Oui, c'est ça. Puis l'autre affaire, c'est que l'enrochement des quais a été fait dans certains cas un peu comme... en fait, c'est presque des projets pilotes. Là, à Saint-Jean-Port-Joli, là, il aurait fallu qu'il y ait une tranchée qui soit faite de façon à ce que l'eau puis le marais puissent circuler. Là, c'est un trou de vase. C'est pas compliqué. La vase s'accumule puis il ne peut pas sortir. Donc, c'est vraiment dommage parce que, particulièrement Saint-Jean-Port-Joli, c'est une des plus belles marinas quasiment au Québec. Là. Donc, c'est magnifique. Là. C'est extraordinaire avec la brasserie en plus qui est en face. Ah oui, écoute, c'est un endroit magique. Mais là, on est devant un trou de base. C'est vraiment plat. En tout cas, je travaille là-dessus. OK, fait que le bois, les quais. Le bois, les quais. Bon, évidemment, toute la question... d'autres, on n'a pas de problème au niveau du français. Là. On parlait de la langue officielle tantôt. Mais ça veut dire que le français, malgré tout, dans notre quotidienneté, c'est quelque chose sur lequel on travaille toujours. Mais aussi le développement économique. Moi, évidemment, je suis un entrepreneur. Le développement économique DEC Canada... écoute, il y a plein de projets que je pourrais... Si je devenais un jour ministre de DEC, là, ce qui n'arrivera probablement pas, mais si ça arrivait, là, je t'aurais une liste de projets que je rendrais admissibles qu'ils ne sont pas. Les centres de ski de fond, les loisirs en général. Ils sont beaucoup dans les infrastructures et avec raison d'innovation industrielle, les équipements, etc. C'est bien correct, mais on devrait avoir un volet beaucoup plus important. Le monde communautaire dans nos régions et la dynamique des milieux communautaires, des petites municipalités. Il faut savoir qu'on en a 1100 au Québec, des municipalités, contrairement à 575 en Ontario pour la moitié moins de monde. Là. Donc, on a beaucoup d'élus pour pas beaucoup de population. On a une très grande diversité. Je veux dire, le kilomètre carré d'habitants, là, il est il est très minime. Donc, ça nous amène des défis de transport en commun, de toutes sortes d'affaires de même qui fait que Internet haute vitesse, Internet haute vitesse. On pourrait en parler, excuse-moi, mais on pourrait en parler pendant des heures, juste cet élément-là. Mais tout ça, c'est, en tout cas, régionalement, c'est qu'il devrait y avoir de l'argent plus pour le communautaire et géré par le communautaire et décider ce qu'ils vont faire avec. Ben, ça prenait bien un conservateur pour venir nous parler de l'importance de l'argent du communautaire. C'est bien pour dire qu'on se fait... Tu sauras que les conservateurs, là, ne sont pas ceux que tu penses qu'ils sont. Puis je t'invite les auditeurs à vraiment aller au-delà de l'image publique qu'on nous donne de ce qui on est, nous autres. C'est fou, là, comment on nous décrit. C'est totalement ridicule. Mais le ridicule, une chance qu'il ne tue pas, il y a beaucoup de monde qui serait mort. Là. Vous êtes décentralisateur. Vous êtes décentralisateur, en tout cas. Ça, il faut vous le donner. Totalement. Puis, écoute, on a donné des pouvoirs au Québec, les conservateurs, en passant, là. Je veux dire, on a donné, puis on le répète souvent, mais il y a un siège à l'UNESCO, c'est conservateur. Écoute, le droit de dépenser, je veux dire, c'est les conservateurs qui ont donné ça, l'équité fiscale. Ben, d'ailleurs, Marper est en beau fusil contre Charest parce qu'il avait donné des baisses d'impôts. D'ailleurs, il y avait un article dans la presse pas plus tard que la semaine passée pour que M. Charest qui nous expliquait pourquoi il avait fait ça. Chacun a ses raisons. Ils font ce qu'ils veulent. À partir du moment où tu lui dis, là, OK, ben ouais, let's go, fais ce que tu veux avec. Tu peux pas aller le reprocher après de l'avoir fait. T'sais. Anyway, tout ça pour dire que moi, je crois fondamentalement que puis là, regarde, je vais te parler d'une décision que Québec vient de prendre. Là. Moi, j'ai rien contre la COVID, pas contre la COVID, mais contre le CAC. Au contraire, je trouve qu'ils font quand même un très bon job. Mais ils viennent de prendre la décision de centraliser la direction générale d'un établissement comme l'ITA à la Pocatière, qui est l'école qui a vu naître l'agriculture au Canada. OK? Avec la première école d'agriculture au Canada, il y a 150 ans, 160 ans passés. Là, ils viennent de décider qu'à Saint-Hyacinthe, le directeur général des deux établissements, il va être à Saint-Hyacinthe. Alors, les babines, si pas les bottines, ils n'arrêtent pas de dire qu'ils veulent envoyer des fonctionnaires en région. Bien là, ils en envoient un en ville. Pour moi, Saint-Hyacinthe, c'est en ville, c'est à côté de Montréal. Donc, tu sais, je veux dire, là, on fait quoi avec ça, là? Ben moi, j'ai fait une lettre ouverte la semaine dernière. Là. J'ai eu, écoute, c'est un des meilleurs posts que j'ai fait depuis ma vie de politicien. Là. Ça a été partagé 500 fois. Écoute, c'était lu, c'était des commentaires incroyables, des commentaires d'anciens ministres fédéraux, d'anciens ministres provinciaux. Écoute, name it, là. Regarde, tout le monde, des anciens DG, tout le monde qui sont allés dire que j'avais totalement raison. J'ai eu un commentaire négatif, c'est qui? C'est un Montréalais qui est allé dire que je ne respectais pas les compétences de Québec.
En tout cas, je veux dire, il ne comprend pas l'enjeu. Tu défends ta région. Écoute, ça a passé dans le boss. Moi, j'ai rien vu. J'avais pas vu ça passer. Je trouve ça le fun que tu nous le soulignes. Je trouve ça terrible. Regarde, moi, là, j'ai sorti de mes plombs. J'ai fait une entrevue en fin de semaine, je me suis mis à pleurer. Moi, c'est quand mon père enseignait là, mon fils étudiait là. Ça fait partie de mes racines. C'est intrinsèque en dedans de moi. Je ne suis pas agriculteur, moi, là, mais les agriculteurs, en passant, je ne sais pas ce qu'ils sont, là. Ils sont supposés sortir, semble-t-il. Je ne sais pas ce qu'ils attendent, là, mais il faut qu'on... Il faut qu'on se batte pour garder nos acquis en région, en plus de se battre pour pouvoir développer. Taboire, on va-tu finir par avoir des affaires qui vont nous appartenir et qui vont arrêter de nous écœurer avec ça, là? C'est une insulte en notre intelligence. Tu parles comme un bloquiste, Bernard. Aïe. Non, mais moi, en tout cas, tu ris de ça, là, mais il y a des jours où je suis d'accord avec des enjeux que le bloc soulève. J'aimerais mieux que ce soit conservateur pour le soulever, mais ça, c'est une autre affaire. Mais tu comprends que très souvent de fois, je vote avec le bloc, là, dans bien des affaires à Ottawa, là. Mais si les blocs étaient conservateurs au Québec, on présenterait ces affaires-là pareil. L'intelligence des bloquistes, elle pourrait se retrouver chez les conservateurs. D'ailleurs, elle l'était avant. Mm-hmm. Bouchard, là, il était Bouchard, puis l'autre, là, qui est le doyen de la Chambre des communes, oublie son nom, là. C'est un conservateur, ça, là. Oublie pas ça, là. Ah ouais. On s'en souvient. T'as pas des libéraux ou des NPD, là, t'as des conservateurs. Le fond bleu au Québec est toujours là. Oublie pas ça. Puis le bleu va revenir à la mode. Foncé, j'entends. Le bleu va revenir à la mode. Ça va être le titre de l'épisode, Bernard. C'est toi qui auras eu le... Je te le dis, c'est M. Plamondon. Mais je te le dis, écoute, avec ce que Trudeau vient de nous mettre dans le trou, là, un jour, il va falloir... Puis là, ça ne sera pas pour couper. Ça va être de gérer responsable. Écoute, il vient de déposer un budget. Il n'y a aucun horizon d'équilibre budgétaire dans son budget. Zéro pas de barre. Pour lui, ça fait pas... Il n'a jamais connu ça. Tu te rends compte, ce gars-là, il est né dans des millions. Il est né dans des assiettes de millionnaires. Son père était millionnaire. Son grand-père, en passant, il était dans le pétrole. Tu es en train d'échapper ta caméra. Oui, excuse-moi, mais là, je suis en train de m'emporter, mais sans chaud, tu connais ça? C'est les sujets on aurait dû commencer avec ça. Écoute, t'entends peut-être la petite musique. Il y a des choses qui m'animent plus que d'autres, pas te dire. Ben écoute, mais c'est tout à ton honneur parce qu'on voit que t'as ta région à cœur. Merci, Bernard, pour les propos francs. Écoute, tu t'es pas caché derrière la langue de bois. En tout cas, tu nous as non, j'en ai pas. Moi, j'ai pas donné... ma langue est faite en peau comme le reste. Tu m'as dit... Mais pas en bois. J'ai une demi-heure. On est à 46 minutes. Ça a été... oui, c'est pour ça. Ça fait juste 10 minutes qu'on vient de commencer. On n'a pas 46 minutes de fait. 46 minutes de fait. D'ailleurs, tu soulignais tantôt que tu aimes les endroits où... Tu dis d'habitude, les politiciens, sur 20 minutes, on a le droit de parler 3 minutes. Ben là, écoute, je pense que les engagés publics, c'est ça. On donne de l'espace aux gens qui s'impliquent en politique pour qu'ils puissent s'exprimer, pour qu'ils puissent avoir justement sortir de la clip. On t'a permis de le faire, puis c'était fascinant. Merci beaucoup. Denis, j'apprécie énormément, puis je te remercie de l'avoir fait, puis de m'avoir invité. Puis sincèrement, moi, j'aime débattre. Je suis un débatteur, puis quand j'ai pas raison, je suis capable de l'avouer. Ça prend du temps des fois, mais je suis capable de l'avouer. Mais je te dis, de tout parti politique confondu, j'ai un respect incommensurable pour les politiciens, quel qu'il soit, quel que soit le niveau. C'est un job qui n'est pas facile, mais c'est un job tellement, tellement enrichissant, tu ne peux pas imaginer. Moi, j'invite les femmes, les hommes, les gays, les n'importe quoi, les noirs, les blancs, regarde, quelle que soit la religion, il y a pas... La diversité est extrêmement importante. C'est là où... des fois, je rejoins plus les valeurs, mais en même temps, les valeurs, je dirais, libérales, là. Mais c'est pas... c'est aussi vrai chez les conservateurs. Mais c'est pas des valeurs qui leur appartiennent, c'est tellement pas vendu vendu comme ça. C'est comme s'il y a comme un blocage avec l'avortement puis l'environnement. C'est comme il y a un blocage, les gens arrêtent là puis ils vont pas de l'autre bord du rideau. Moi, j'invite les gens à aller de l'autre bord du rideau puis j'invite particulièrement les jeunes à se lancer en politique. C'est une aventure absolument extraordinaire. C'est une aventure extraordinaire, vous l'aurez entendu aux engagés publics. Merci beaucoup, Bernard. Donc, c'était notre épisode pour cette semaine, tout le monde. Merci d'avoir été à l'écoute. Vous savez où vous pouvez nous écouter. On est sur SoundCloud, on est sur Facebook, on est sur YouTube, on est sur Apple Podcasts, sur Google Podcasts. Vous pouvez nous écouter sur Spotify. Donc, encore une fois, merci d'avoir été présent. Merci, Bernard. Merci beaucoup, Denis. Bonjour à tous les auditeurs. On se revoit pour un prochain épisode.